So, sleeping, be relaxed. So, yes, bonjour, c'est madame. Mon français est petit pour ça, 80 ce soir. Pardon-moi, je suis. I'm going to speak English. Well, of course, the language is Italian. Potrei parlare italiano. Non credo. So, yes. So the purpose of this session is to discuss and put in an international context this conference and the contribution that we have from different regions. The context is the context itself. So understand you what does it mean intelligence first? Because of course, as we said, we know we have a lot of data around. And there are other data useful. For instance, the shapes 3 colors is the data that is useful for the analytics. So we have to understand the context to understand which are the right data to share, so which is the purpose. And here is, I wanted to make an example, very simple myself. At the beginning of the pandemic in Italy, the weather of the region and not least realized that we should have some support to understand the social problem. And then they realized that they didn't get they had a lot of data. The data exists like the data from the apps that people will take the tests. The data from the city archives that people are living, the data from the work archives that people work in. So this allows us to understand when people are present factor to switch people need the experts. To create this system, in synchronous, this is why it was research. The way the data were there to create the system, did they create something wasting what was there? No, they made some discussions and the organizations behind the data, they agreed to share the data in a way that they were, and administrators would have understood the discussion of the company. And in the end, which is the best evaluation we received, was the voice of the governor who said, with this application, we save lives. And this is the best. So here, we are going to understand our experiences of the powers of the speakers. Similar to this, of course, you have to know that. And the next thing is the data there. It's important to understand which data are useful. It is important under which condition this data should be made internal and integral each other. And of course, the charting technology that by those standards, thinking with the provide open source with standard set of technologies to partners. Exactly under this. So share the data in this way. So yes, these technologies are there. And we want to hear more about this today. So first, in the is how we work and do some complex tasks, whoever, and please, the best will be, of course, how is the use of technologies in the region, even geographic realities, well, we can change. What's your question?
The question is, yes, it's working. Yes. The question is your experience in the region where you are from. So on the use of digitalization technologies, what you are doing, what is peculiar with respect to other customers, because the idea is to understand each other. What is? Yes. Thank you. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على غير الله. First of all, I'd like to thank Makan for this exciting event. It's my second time here, and I will answer the question in the context of Medina City, journey and experience in this regard. When we started the journey of the Smart City program in Medina, two of major challenges that we face are two things. One is in terms of technology, the selection. What should we select as a solution to guide us through the digital transformation? And secondly, tackling the challenge that all cities worldwide are facing, which is the silo mindset between different city departments that operate and manage the city. From those two perspectives, in terms of the selection, the context of Saudi Arabia, we usually, as clients, as users of technology, we just run behind the technology vendors and ask them just to solve the solution without understanding what is the challenge and the problems that we are trying to solve. And this is what we call a supply-driven syndrome, where the technology vendors compete to sell and impose their solutions on the expense of what the city is not really needing to solve. We tackle this challenge by framing what are the direction that we want to adopt. And we adopted in Medina the open source technologies and open data platforms. And in this regard, this is another topic, but why did we select Fireware as a partner? For the second challenge, the silo mindset, different government and private sector departments and agencies that are involved in operating the city use different processes, systems, and consequently data outlets. And this makes managing the city almost impossible to be run in synchronization. This is another complex issue that we are trying to resolve through, again, our partner Fireware. At Medina, we've designed, developed, and already implemented the first smart city platform in Saudi Arabia. It's called Rasil, powered by Fireware, to tackle these challenges. Thank you. So, yes, my experience will be Ali. So, of course, we come from Ali Domi. So, yes, of course, you can be about yes. So, global player, the widely Arab standard, yes. Engaging in this activity of sharing data and what does it mean for related this to the head. I'm not doing the technology in automatically also using this and eventually in experiencing transforming with practice. Yeah, that's a good question. You went to see 2 3
So let's few seconds here before we go to the heads and the thing team. Donc, très bonne question. Pourquoi AWS c'est l'étranger, c'est que le marché sur les standards et les standards ouverts, la technologie open source alors, on se réveille, c'est de leur invitation. Et je me suis dit que pour été assez impressionné, je suis arrivé hier et j'étais déjà impressionné. Pas par le super accueil que j'ai reçu parce que je me connais l'hospitalité des Marocains depuis plusieurs années, mais ça, c'était fidèle à ce que j'ai accordé dans la pièce de peuple. Mais j'ai été très impressionné par la transformation et l'intelligence en fait, du territoire des moyens la plus structurelle. On voit l'intelligence d'accord sur le réseau territorial et ça s'est confirmé avec le vidéo que l'on a vu justement. Et l'intelligence pour moi, dans le territoire, c'est surtout avoir cette approche holistique. Et je vois un peu le véhicule de la planète de l'énergie, je vois un territoire qu'on a un peu discuté. Vous voyez ce que je veux avec les plusieurs facettes que je voulais généralement mettre dans cette culture. Quand vous avez une approche de studio, c'est-à-dire que vous vous intéressez seulement à quelque chose, vous avez un critère, en ignorant totalement le trafic, les méfaits de le trafic sur un critère, en réalité, vous essayez de résoudre seulement une face. Et quand vous vous intéressez seulement à une face, souvent vous délaissez les autres faces, vous pouvez rendre le territoire. En fait, vous allez empirer les choses à l'échelle du territoire. Donc, dans le monde réel, les choses sont interconnectées. Vous pouvez améliorer la NTR, du trafic. Mais si vous faites de la récolte des déchets, bien évidemment, vous allez aussi voir quand même le trafic. Et donc, il faut avoir cette approche holistique. Et pour avoir cette approche holistique, vous devez casser les cycles de vie. Et comment on casse les cycles de vie? C'est une des façons, pour moi, la façon de plus intelligente en réalité, je ne peux pas c'est de structurer la façon dont vous faites circuler l'information, structurer la donnée, et structurer les interfaces. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à des systèmes d'interopérabilité, des standards d'interopérabilité comme Fireware, parce qu'ils permettent en fait à l'information de circuler au sein même de l'organisation, avec les différents départements et avec le territoire. Et en fait, si vous regardez quand vous développez des silos, toute la friction que vous retrouvez entre chaque fois que vous allez sélectionner une information d'une organisation à une autre, vous avez un lien de friction qui est plus utile, qui est plus de l'argent, qui est plus du temps. Et si vous permettez une circulation fluide de cette information parce qu'elle est structurée sur des standards, parce que les interfaces sont standardisées, vous éliminez toutes ces frictions et vous avez une grande élite. Parce qu'il y a une chose qu'on remarque avec les clients, c'est que le simple fait déjà de collecter des fois de la donnée, des simples différents, et c'est bien d'afficher. Je ne parle pas avec une donnée simplement de l'afficher, ça vous donne déjà des informations très utiles sur comment le territoire se comporte. J'ai un exemple concret où j'ai travaillé avec la ville de Berne et Allemagne. Et donc, ils ont des caméras qu'ils utilisent pour mesurer la vitesse des liens. Donc, ils ne faisaient pas de la chose. Et donc, on les a aidés à développer un framework open source qu'on a développé qui s'appelle Smart Performance. Et donc, ils ont développé ce framework et ils ont commencé à ingérer la donnée de ces caméras. Et donc, ils avaient la capacité de voir simplement sur un simple dashboard une carte avec les différents rues et puis l'historique des vitesses des véhicules dans les différents places. Il y a des bons scientifiques qui racontent qu'il y avait par exemple une rue où la vitesse minimale était de 15 km/h dans la journée et la vitesse maximale mesurée était de 120 km/h pour une rue qui était à 50 km. Et là, tout de suite, ça peut commencer à nous donner des informations sur peut-être des choses à faire, notamment c'est des véhicules à proximité. Est-ce que c'est nécessaire de faire pourquoi est-ce qu'on a ces disparités entre la vitesse minimale et la vitesse maximale? Et tout ça, ça pose des questions. Et ça permet déjà de prendre
des mesures précises. Et il faut que vous ayez la capacité de mesurer très vite l'impact de ce marché et de transition pour voir quand vous venez avec l'approche de pour voir si vous améliorez une territoire de manière globale, pas simplement avec un usage de ce relais. Et vous, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces standards, parce que en fait, ça facilite finalement le déploiement de solutions intelligentes chez nous devant, et ça va amener aussi de passer de l'échelle. Ça va permettre de changer ce que l'on entend comme laisser la parole, la scalabilité de pas en général. Quand vous développez une solution en CEO, c'est assez facile de se faire comme CEO. Tel ou une solution qui récupère la capteur. Mais quand vous avez un système d'interface dans un territoire, avec des suites de données hétérogènes qui font agréger, qui font lier une communauté, que vous allez faire évoluer au fur et à mesure. Et quand vous ne pouvez pas, je vais penser qu'un peu plus, c'est une personnalité, ça ne passe pas à l'échelle. Toutes les interfaces que vous avez dans plein de livres, qui sont des interfaces pro-communautaires, qui leur permettent individuellement, vous allez vous retrouver au bout de quelques années avec des milliers de différentes interfaces, avec des producteurs numériques, des producteurs intégrés, et ça, c'est pas un mode tâche. C'est pour ça que on s'intéresse de traiter à tout ce qui est milliards aujourd'hui. On a une industrie d'intérêt aussi, c'est le passage de déchets, et c'est les moyens de plus intéressant And this, so yes, please, can you tell us the establishment of fiber that introduced in the virus of the Thank you, Stephen. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اسمنا علي بن من تونس. ما عشت مدة في ونحس روحي في العائلة. أسمعنا من فرنش. Okay. Well, المنطقة يعني قليلا من ضريبة. منطقة شلون اللي سكن فيها؟ سكن فيها السود cette région limite. Cette région limite, on a vu l'arrivée de une présentation. No, but recent. C'est pas le territoire. Non, je n'ai pas de j'ai pris des notes. Donc, on a vu sur cette région l'arrivée de Mali et du Pakistan, qui sont les pays de Mohamed al-Khali, qui étaient des coalitions erronées ou des soviétus, et qui lui fuyaient un peu l'anarchie de la région de Kérouan. C'était au 8e siècle. Et ces deux gendarmes ont fondé à Fès les mosquées les Karoui et l'Andalousie. Fatih El-Fahri croyait en la force du développement d'une ville et d'un écosystème prospère. Comment? Sur la base d'une université. Donc je pensais que l'université va pouvoir développer cet écosystème d'un écosystème dans les domaines de la philosophie, dans les domaines juridiques, scientifiques, politiques, etc. Et donc c'était ça l'idée, c'était ça qu'elle a apporté, ça ce qu'elle a apporté. D'où est-ce qu'elle a apporté cette idée-là? L'université de Karouan de Fès, c'est la suite logique qui a pris pour origine la mosquée Medine al-Munawwara, qui est fondée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui, depuis le départ, ont défini comment est-ce qu'on accueille les rives, comment est-ce qu'on enseigne les choses de la vie, la philosophie, la manière d'être, etc. C'était ça l'origine.
Et c'est ce qui s'est déployé chez Gérard à la mosquée de Taroui. Et donc c'est un lieu, on a défini que la mosquée ou l'université est un lieu de savoir et de partage de connaissances. Et ainsi définie, l'université est alors libre, gratuite et ouverte à tous. Le Taroui, aujourd'hui, c'est la plus ancienne école ouverte à ce jour et qui porte à ce jour plus de 1000 élèves. Et dans cette idée d'école et d'université ouverte pour tous, on a quelques principes qui ont été définis par Idriss Aberkan. Donc Idriss Aberkan est un philosophe, je l'appelle philosophe, qui porte le même nom que Sidi Ahmed Aberkan, qui a donné le nom à cette ville, Berkan, qui définit, lui, Idriss Aberkan, qui définit l'économie de savoir en 3 points. Premier point, que les échanges de l'information et du savoir sont à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la connaissance prend de la valeur en la donnant. Elle reste en notre possession et elle est en même temps multipliée en la partageant. Contrairement au bien matériel qui se divise quand on le partage. Donc, je vous donne de la connaissance et du savoir, je la garde, et vous la gardez, elle se multiplie par 2. Quand vous la donnez à d'autres, elle se multiplie encore, et de cette façon, c'est une économie positive. Le deuxième principe, c'est que les échanges de connaissances prennent du temps. Donc quand on donne de la connaissance, plus connaissance et plus connaissance, ça prend du temps pour pouvoir construire une économie positive. Le troisième principe, c'est que la combinaison des savoirs n'est pas linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la connaissance, 1 plus 1, ça peut ne pas faire 2, ça peut faire 3. Donc c'est la première connaissance plus la deuxième connaissance, plus la combinaison des deux, qui peut faire une troisième connaissance. Donc c'est à partir de ces 3 principes, ça définit des ressources infinies. Et c'est un des principes de l'innovation ouverte. Comment est-ce qu'on peut innover? Et dans ce cas-là, c'est un de ces principes. Et donc l'économie de la connaissance nous permet alors d'avoir une nouvelle économie bien plus profitable à tous et un partage de savoir sans précédent. Donc l'innovation ouverte, mais aussi les standards ouverts et aussi les ressources définissent aujourd'hui des règles du jeu de l'économie qui sont sans précédent de ce qu'on a vu et qui définit une accélération du développement sans précédent. L'innovation ouverte, qu'est-ce que c'est? L'innovation ouverte fait référence à une approche collaborative de l'innovation. Donc, quand on innove ensemble, dans laquelle les idées, les connaissances et les ressources sont partagées entre les diverses parties prenantes. Donc il y a plusieurs parties qui se regroupent et qui développent cette organisation pour pouvoir innover. Plusieurs types d'acteurs peuvent participer. Ça peut être des institutions publiques, des entreprises, des industries, la société civile, etc. De cette façon, en adoptant l'innovation ouverte, l'économie peut bénéficier d'un développement accéléré, d'une créativité diversifiée, inclusive, en allant appeler plusieurs petites entreprises, start-up, étudiants, donc l'économie inclusive et l'efficacité accrue. En plus de l'innovation ouverte, le concept des standards ouverts aussi joue un rôle crucial dans la promotion de l'interopérabilité et de la compatibilité entre les différentes technologies et produits. Pour définir les standards, on définit ainsi qu'un produit, qu'un système va pouvoir être recopié et réutilisé à plusieurs. Donc, aussi, cela profite de la facilité de la concurrence
à aider les acteurs sur les marchés à voir la collaboration, la coopération entre les pays. Deuxième partie, l'open source consiste, elle, de son côté, à mettre gratuitement le code source à disposition de l'industrie et des entreprises. C'est le partage des connaissances. Pour réduire les coûts d'acquisition, bien entendu, parce que ça coûte zéro. Éviter les blocages de solutions propriétaires, ne pas bloquer avec un fabricant ou un industriel, un éditeur, une flexibilité et une personnalisation permanente. Donc ces principes, ces trois principes qu'on vient de voir, vont créer ainsi un environnement où les connaissances, les ressources et les idées sont librement partagées et conduisent ainsi à une économie plus dynamique et plus résiliente. Imaginez une multiprise où on va mettre un aspirateur, un téléviseur, votre chargeur de téléphone, etc. La multiprise, que ce soit la partie mécanique, donc la distance entre les deux plots, comment ce qui est fabriqué, etc. Tout ça définit un standard et ça permet que mon séjour va pouvoir être utilisé ici au Maroc, ici en France ou n'importe où. Donc ça, c'est un des principes de la standardisation. Un autre principe de la standardisation des multiprises, à part les aspects mécaniques et les aspects électriques. Quelle est la tension entre les deux plots? Comment faire en sorte qu'il y ait une partie sécurité, une sécurité mécanique, une partie sécurité électrique. Donc, la standardisation va permettre d'obtenir un développement et l'utilisation de produits. Pareil, comme une multiprise, on peut standardiser l'accès à l'information. Pour accéder à l'information au service, on peut standardiser comment on peut y arriver, comment y accéder. Pour développer des applications, il y a ces standards-là sous deux formes. Le standard des échanges de l'information. Donc comment est-ce qu'on peut récupérer une information, comment on peut envoyer l'information, d'un côté, et puis le standard des formats de données. Les données sont toujours selon un certain standard. Selon ces deux principes, on va pouvoir aller plus vite, aller très vite, et développer et recommencer. De cette façon-là, quand on a un système d'information, aussi grand qu'il soit, quand on donne ces principes-là à des petites entreprises, à des étudiants, à des startups, on leur dit, voilà, vous avez ces deux principes-là. Sur ces deux principes-là, il n'y a pas besoin de connaître tout l'ensemble du système d'information qui existe, il a juste à utiliser, il va pouvoir mettre en place son application, ses services au bien commun, et puis pour développer son entreprise. Et c'est ça l'idée avec Fireway, think global in order to act local, penser ensemble et globalement pour arriver à agir localement et à développer actuellement. Ainsi, le partage de la connaissance et du savoir contribue à l'essor économique de la région en fabriquant une innovation ouverte sur la base des standards ouverts et de l'open source. De cette façon-là, cet écosystème devrait être par conséquent centré ou sur le savoir, c'est-à-dire sur l'université et la partie pédagogique, mais aussi utiliser la force de jeunesse pour que demain il puisse prospérer. En conclusion, cette région-là, depuis le début de ma présentation, est bénite et à nous de la servir pour qu'elle puisse rayonner encore et encore. Merci. Thank you. Merci. Shukran. These are the three words that gets. Yes, Kevin. Fireware Foundation was born in 2017. In 2016, we signed the act. I am one of the founders. And back together with me, there were also Atos, which is one of the companies who really put a lot of effort in creating Fireware. So, your experience from there to now, let's see what is happening. Of course, please. I will make Thank you it very short. much.
Merci Stéphano. Donc, comme tu l'indiquais, Atos, qui est une ESN, entreprise de services numériques internationale présente dans 73 pays, fait partie des membres fondateurs de la fondation Freeware qui a été créée en 2017. Atos est particulièrement sensible à l'approche open source au travers des composants Freeware qu'on a intégrés dans les solutions qu'on propose pour mettre en œuvre des projets de Smart City, mais pas uniquement, puisqu'on s'appuie sur tout un écosystème open source pour construire des architectures qui répondent réellement aux besoins de nos clients. Pour parler un petit peu d'Atos au Maroc, donc on est présent depuis de très nombreuses années, à la fois sur Rabat et sur Casablanca. On emploie aujourd'hui à peu près 2000 salariés qui travaillent à la fois sur le nearshore, donc pour des projets à l'international, mais également pour contribuer au développement des projets informatiques qui sont locaux, donc pour le Maroc. Je citerai à titre d'exemple, et ça se rattache à cette dimension Smart City, le projet qu'on est en train de réaliser qui est EID, donc l'identification numérique de l'ensemble des citoyens du Maroc, qui s'accompagne des éléments biométriques associés à cette identité numérique. Et vous voyez bien qu'en adressant cette thématique de l'identité numérique, on peut derrière venir y coller l'ensemble des services accessibles dans les administrations publiques et faciliter les démarches, les accélérer, puisque on aura déjà connaissance de l'identité numérique de chacun des citoyens. Pour revenir sur la dimension Smart City et Open Source, je dirais que l'essentiel dans une démarche Smart City, c'est la notion de city, donc de cité, qui se conçoit comme une entité géographique qui fait généralement référence à une zone urbaine moderne. Et dans zone urbaine moderne, vous avez deux composants que sont la population et l'infrastructure. Bon, la population, vous savez ce que c'est. L'infrastructure mérite d'être un petit peu analysée parce qu'elle se décompose en général en trois éléments. Vous avez l'infrastructure physique, donc les routes, les réseaux d'électricité, etc. Vous avez l'infrastructure digitale, donc avec les data centers, les réseaux de télécommunications. Et vous avez enfin l'infrastructure sociétale. Derrière l'infrastructure sociétale, vous allez retrouver toute la dimension, tout le corpus légal, économique et culturel. Et il faut savoir que la notion de Smart City s'est développée dans les années 2000 en se focalisant sur les deux premiers thèmes que sont l'infrastructure physique et l'infrastructure digitale, dans une perspective d'optimisation de gestion de ces infrastructures, en laissant de côté ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire l'individu. Et donc cette démarche initiale de Smart City a complètement oublié l'humain. Et cette erreur originelle a été corrigée en 2015 par les Nations Unies au travers de l'adoption de l'agenda 2030 et de l'ensemble des objectifs de développement durable. Et c'est grâce à cette démarche internationale que l'humain est redevenu l'élément central de toutes les jeunes approches Smart City. Donc conduire un projet Smart City sans mettre l'humain au cœur de la démarche est une erreur fondamentale. Et je sais qu'à Berkane, vous avez pris à cœur de mettre l'ensemble des concitoyens, l'ensemble de l'humain au cœur de votre démarche. Donc je vous en félicite pour ça. Et je ne peux que adhérer à cette stratégie et à cette approche. Donc mettre l'humain au cœur, c'est un des piliers, c'est le pilier fondamental de toute démarche Smart City. Et pour assurer la promotion de cette vision au niveau international, l'agenda 2030 est mis en œuvre dans cette dimension Smart City urbanisme par l'organisme qui s'appelle UN Habitat. Et de la même façon, l'autorité de Al-Madina a mis également cette démarche au cœur de son projet Smart City et de Brazil. Et je félicite l'autorité d'Al-Madina d'avoir signé une convention de partenariat avec UN Habitat pour justement augmenter l'ambition de cette approche et au travers de la collaboration avec UN Habitat pouvoir mettre un coup d'accélérateur sur l'ensemble de ces sujets.
Donc l'humain est au cœur. Deuxième élément fondamental qui a été évoqué par mes collègues Ali et le représentant de l'autorité Al-Madina Abdulrahman, c'est la notion d'interopérabilité, puisque la Smart City, c'est quoi? C'est finalement créer un écosystème de la donnée qui soit global et partagé, bien évidemment en respectant toutes les règles de data privacy, donc de respect des données personnelles. Mais si on n'est pas capable d'avoir cet écosystème global, partagé, transverse, qui vient casser les silos des systèmes existants, on n'arrivera pas à créer de la valeur sur ces données. Et donc c'est bien en cassant ces silos qu'on y arrive. Et comment on casse les silos? Au travers, vous l'avez mentionné, monsieur le gouverneur, dans le film, au travers de la notion d'interopérabilité. Et l'interopérabilité, c'est deux éléments techniques majeurs. C'est la façon dont on est capable de collecter la donnée. Et là, on retombe sur les composants firmware, puisqu'on utilise au travers du framework firmware un format qui est, je m'excuse pour la technique, NGSI, mais qui est un standard reconnu d'ingestion des données. Et le deuxième élément, c'est comment est-ce qu'on fait parler un même langage l'ensemble de ces données qui sont tout à fait hétérogènes. Et c'est la notion de data model qui a déjà été abordée. Et donc, c'est fort de ces deux éléments que sont l'interopérabilité et l'humain au centre des projets que Atos a pu aborder un certain nombre de projets Smart City dans le monde. Je n'en citerai qu'un et je m'arrêterai là-dessus. C'est ce que l'on a entamé avec le gouvernement de Madagascar, par exemple, dans le monde de l'agriculture. Et donc c'est la notion de Smart Agriculture. Et l'objectif de ce projet, puisqu'il s'agit d'une première phase, c'est d'adresser la filière curieuse et d'être capable de créer cet écosystème global qui va permettre d'améliorer l'ensemble de la chaîne de valeur de la filièrerie au travers d'un écosystème de données partagé et cohérent. Et le cœur de cette démarche, c'est bien évidemment la capacité à collecter l'ensemble des données qui ont trait aux producteurs, donc les fermiers, les agriculteurs qui produisent le riz. Et pour que ces derniers acceptent de partager leurs données, il faut les convaincre. Et il faut les convaincre en leur prouvant qu'ils vont retirer de la valeur des données qu'ils sont capables de partager et qu'ils souhaitent partager. Parce que sinon, c'est quoi leur intérêt? Aucun, finalement. Si vous ne leur démontrez pas qu'ils, derrière, ils seront capables de produire plus, mieux, de payer moins cher les intrants, de vendre plus cher leur production, à partir du moment où vous avez fait cette démonstration, là, ils sont complètement convaincus et ils sont heureux de collaborer à votre projet. Et donc, à partir de cet instant, eh bien, vous êtes capable de créer de la valeur sur l'ensemble de la chaîne, puisque par exemple, vous allez avoir des banques et des assurances qui vont pouvoir proposer des services à meilleur coût à ces producteurs, puisqu'ils auront une connaissance fine et exacte de l'ensemble de leur capacité de production. Voilà, je m'arrêterai là, sinon je pourrais durer des heures. Je vous remercie pour votre invitation et je suis très heureux d'avoir participé à cet événement majeur en matière de Smart City au Maroc et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci. Julia. Julia comes from Team Dev, one of the sponsors, but also recently they developed their platform to the city of Perugia, Italy, where, and led from the press release, the mayor said, this is the application every mayor dreams of. Can you tell something more than this is possible? Thank you very much. Thank you, Stefano. Thank you, everyone, for the invitation. I'm honored to be here. Thank you for the organization of the Taliban and everything. Yes, as Stefano said, I'm a project manager from Team Dev. That is a software house from Perugia, Italy. We have other offices in the city, and we are part of a bigger ecosystem that is called Team Dev ecosystem. But the part of the campaign that works with Smart City is called West Town. And as Stefano said, we
the last project that we had, it's the data infrastructure for the city of Perugia. And the first thing that I want to say was really interesting, the video that we said from the Berkane region, because a lot of things that we saw are similar, that the things that we are doing also in Perugia. And I agree also with the other, my colleague, that they are talking about problems that a company like us can face when we support public administration in the process toward the digitalization and towards smart cities, because there are some issues when you have this kind of project. One issue is, of course, the culture of how to integrate different data and what can I do with different data and how can I use, and not everyone is the same. So decision makers has to use in a way, citizens in the others, and city employees in the other way also. So our approach was to define which one data we can integrate in the beginning. So we constructed an infrastructure where the municipality had at the beginning access to the open data organized and already useful to understand the territory. And then we define another city data that are a city data in which you can find the data of the municipality. So we integrate different kind of data from geographic information system and as the region of Berkane shows us, and also the data from different applications that the municipality already have. So this is another really big topic, because municipality has a lot, sometimes has a lot of application platform, but everything is standalone. So you cannot relate the information from one office to the other. So one time that we build this infrastructure, we managed to develop some tools. And from these tools, you can monitoring some items, some topics. Of course, for my experience, our experience with the municipality of Perugia, the priority was, for example, understand the demographic composition of the city and the green areas of the city. So we constructed like a panel in which you can choose the area in your city, and you can compare this area with the others. So you can understand how is that part of the city, and then, but of course you can use this process to build other kind of topic. Of course, the citizens are also important stakeholders in this kind of project. So some tools was developed for citizens. As we said, we developed an instrument to send reports and to give to the public administration the possibility to understand and do the statistics of these reports. And then at the end, the last part of the project was to collect all the data and co-design with different offices into the municipality which kind of data from other applications they wanted to integrate to analyze these kind of things. So the interesting part of this project, I think it was the last part in which we meet the city employees, and sometimes in the beginning they didn't understand better what the project was, because was a new project, and then at the end they asked us, so can we integrate this kind of data, because maybe it could be useful when we do some project in this area, understand how many young people are here and how many older people are there. So I think these kind of projects are useful to start a new approach toward the use of data. So this is our experience, and we are very happy to
that we can share with you and learn from you, from your experience. Thank you. Thank you, Julia. Grazie. Nasima, I'm super glad to have you here on the stage today. So, well, we saw this wonderful and paramount effort in digitalizing the currency of propulsion. That is super. I don't know if there is more that you can say, but what I would like, yes, to understand is maybe the listeners, the secrets behind. So what really was the super effort that we put in place in order to make this super effort, super solution? Merci infiniment, Monsieur Stéphane, et je me permets de parler en français. C'est vraiment une grande fierté de recevoir aujourd'hui des personnalités et des têtes de grande renommée comme vous. Donc c'est une fierté pour Bekan. C'est une preuve aussi de réussite du NACI d'un processus de transformation, une transformation de fond, non seulement une transformation digitale, mais plutôt une transformation sociétale, une transformation des méthodes de management, une transformation du processus de la prise de décision à l'échelle territoriale. C'est une véritable révolution, notamment à l'échelle territoriale. Je me permets, comme vous venez de me poser la question, je me permets alors de revenir un petit peu sur la phase de fondation. C'est ça d'ailleurs pour remercier M. le gouverneur de sa grande valeur, de son retour très positif qu'il a fait sur nous et de sa croyance à la compétence locale, de sa croyance qu'on pourrait faire des choses avec les moyens de bord, et c'est ce qui a été réalisé jusqu'au maintenant. Et aussi, c'est une autre manière pour essayer de vous convaincre, M. Stéphano, pour accepter notre membership pour le FireWare. Surtout qu'avec les discussions que j'ai faites avec l'AST ou bien avec M. Vincent, avec tous les partenaires de FireWare, on voit que heureusement nous sommes sur les bons rails. Heureusement, nous avons déjà mis les fondations pour cet écosystème toujours demandé par FireWare. Donc, je me permets alors de parler de trois phases. Donc, il y avait une phase de fondation qui a été entamée ici à la province de Bekan depuis l'arrivée de M. le gouverneur à la fin de 2017. Et il y avait une phase de maturité, si on peut dire, et c'est ce qu'on est aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette troisième édition du Forum de la société digitale, on est la preuve de cette maturité que nous avons atteint. Et par la suite, il y a une troisième phase, la phase de transition, du transfert de ces compétences, ou plutôt de booster ces transformations digitales avec l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment la Société du développement local de Bekan qui est chargée de l'intelligence territoriale. Donc je me permets de parler surtout d'un fer de lance qui a été mise en place par M. le gouverneur pour parler de transformation digitale. Alors, on devrait absolument avoir un moyen, une locomotive pour préparer ce territoire à se transformer, sachant qu'il n'y avait pas assez de moyens, assez de ressources ni financières, ni humaines, ni de profils pointus pour parler d'une transformation digitale à l'oriental. Et donc, M. le gouverneur, grâce à vraiment son génie, et je le dis et je le répète, c'est une personnalité qui est déjà 4.0 et c'est ce qui a fait que nous avons pu réussir ceci. Donc, il a pensé à créer la DGNTI, la division de gouvernance numérique territoriale intégrée, pour jouer le rôle de cette locomotive de transformation digitale à l'échelle territoriale. C'est une division qui n'est pas juste une division technique, mais plutôt c'est une division qui représente plusieurs objectifs. Des objectifs beaucoup plus stratégiques, un objectif qui vise à créer une synergie et une dynamique de concertation, de consultation et de participation de tous les acteurs locaux à l'échelle territoriale. Un autre objectif, c'est pour retenir la substance grise de la région, plutôt de la région orientale, mais surtout de Bekan, et avec une forte croyance à ses capacités, à leur capacité, à leur possibilité de faire des choses extraordinaires. Un troisième aussi objectif était de fonder un centre informationnel, une data forte, diversifiée, qui permet de parler d'une vraie transformation et d'un vrai développement du territoire. Parce que vous savez, on ne peut pas parler d'un développement de territoire qu'on ne connaît pas.
Et donc c'était la chose la plus importante avec laquelle nous avons commencé. Et bien évidemment, il y avait un quatrième objectif, c'est de créer une nouvelle image de marque du territoire. Un territoire, oui, il est connu par l'agriculture, mais aujourd'hui, il est aussi connu par le digital. Alors, la division de gouvernance numérique territoriale intégrée a été créée en 2019 et a imaginé son processus selon 3 étapes, 3 ordres chronologiques. Donc, la première étape, c'était juste un fournisseur de services, c'est-à-dire une position support, qui joue toujours le rôle d'une division de système d'information, à l'instar de toutes les divisions qui existent aux différentes préfectures, aux provinces du royaume. Et par la suite, elle est rapidement passée à une position partenaire, créatrice de valeur, avec une forte proposition de projet, un accompagnement et une position transverse avec les métiers, non seulement de l'administration territoriale, mais aussi de tout l'écosystème à l'échelle locale. Et bien sûr, on se projette, Inch'Allah, de devenir un leader. Maybe better. Oui, c'est bon. Donc, Inch'Allah, on prévoit de devenir à côté de différents acteurs qui sont inscrits dans cet écosystème, notamment Fiware iHub, notamment AST, notamment ASDL Major, de créer un écosystème beaucoup plus fort. Donc la division, je parle de la division, c'est juste pour reconnaître les efforts qui ont été déployés ici. C'est pour dire merci à toutes les équipes qui ont passé des nuits blanches, qui ont passé vraiment travailler sur des choses très, très colossales et on fait avec bon cœur, avec tout dévouement. Donc la division elle est composée de 34 personnes qui sont réparties sur 3 services. Il y a un service de tout ce qui est système d'information et gouvernance numérique et archivage, un service de la production numérique et de la production et d'exploitation numérique, et un 3e service de suivi et évaluation de la performance numérique, avec une chose très importante, c'est qu'il y a une vraie présence du genre, sachant que 42% du personnel de la DGI sont des femmes. Et aussi, c'est une division très, très jeune, avec une moyenne d'âge de 31 ans. Ah, moi, je touche. Alors, c'est pour arriver aux 3 axes principaux sur lesquels nous avons travaillé. Le premier axe, l'élément fondamental, c'était la data. Comme je viens de dire, on ne peut pas prévoir quoi que ce soit, on ne peut pas planifier, on ne peut pas faire un bon ciblage sans connaître ces territoires-là. Donc, le premier volet, c'était la data, qui a pris presque 2 ans de codex, à travers différentes méthodes, à travers des méthodes un peu innovantes, qui ont tiré profit de l'autorité gouvernementale et de ce pouvoir pour pouvoir collecter plus de data. Il y a aussi, le deuxième élément, c'est l'innovation, même si le mot innovation peut paraître comme un oxymore lorsqu'on parle du service public et innovation, mais plutôt c'est une innovation non technologique, c'est-à-dire on ne parle pas de gadgets numériques qu'on innove ou qu'on invente, mais plutôt c'est une innovation de la manière de faire, de la prise de décision. Et troisième chose, c'est l'approche participative. Une approche participative avec le tissu associatif, avec les acteurs locaux, centrée sur le citoyen et loin d'être centrée sur les groupes d'intérêt. Alors, une fois nous avons mis en place ces ingrédients-là, alors nous avons travaillé sur trois grandes composantes que je pense que vous avez déjà vu sur la vidéo, mais je vais essayer de résumer. La première composante, c'était le système d'information géographique intégré qui représente l'originalité de Berkane, parce qu'on sait qu'un système d'information géographique, ça existe partout, mais à Berkane, c'est un système original du fait qu'il est multisectoriel, du fait qu'il a essayé d'englober et de centraliser tous les datasets qu'on peut imaginer pour gérer un territoire. Il est composé de 330 couches d'informations, comme vous avez vu. Il est projeté sur une drone map au lieu d'une image satellitaire. Pourquoi parler de drone map? Parce que ça nous permet d'une part de maîtriser notre attribution en tant que ministère de l'Intérieur pour mieux maîtriser notre territoire, mais aussi ça permet une véritable visibilité sur l'évolutivité du territoire, sur l'historique du territoire et bien sûr, ce ratissage plutôt, il est fait de façon quotidienne, 6 jours sur 7, 8 jours par semaine, 8 heures
fois par jour, donc de façon à toujours garder une mise à jour du territoire. Et ce système d'information géographique, elle est alimentée à partir d'une data qui est remontée du terrain à travers 260 tablettes qui sont attribuées aux différents chefs de secteur et aux différents aussi collaborateurs sur le terrain. Et ce qui a permis aujourd'hui d'avoir une base de données avec plus d'1,4 million enregistrements sur nos bases de données. Donc, différents datasets que vous avez déjà vus, mais je préfère passer à la deuxième composante, donc la composante de la dématérialisation. En fait, c'était une résultante de tout un processus de refonte, d'une réorganisation, d'une redéfinition et repositionnement de la province de Berkane comme entité gubernatoriale, comme administration territoriale qui chapeaute tous les services extérieurs à l'échelle locale. Et donc, cette refonte-là a permis de prioriser des parcours qu'on a développés, qu'on a dématérialisés avec les moyens de bord, avec du développement spécifique ici, sans avoir recours aux solutions commerciales. Et donc, nous avons travaillé sur un catalogue de plus de 42 solutions numériques, mais la solution la plus forte, c'est celle qui a été installée au niveau des annexes administratives. En fait, c'est la première fois au Maroc que nous avons une annexe administrative miniature de la province, avec les mêmes méthodes de gestion, avec les mêmes outils que nous disposons ici, et avec une dématérialisation totale pour la délivrance des certificats administratifs, différents certificats administratifs, et avec accès mobile pour les chefs de secteur sur le terrain et accès web sur place au niveau de l'annexe administrative. Aussi, nous avons travaillé sur des solutions qui permettent de mieux se concentrer sur le citoyen et d'apporter la réponse adéquate lorsqu'il côtoie les comptoirs de l'administration territoriale ou bien des autres administrations. Et donc, nous avons travaillé sur la solution de l'usager, donc c'est le dossier usager. C'est une application qui permet, c'est une plateforme plutôt, qui permet de regrouper et de centraliser toutes les données relatives aux citoyens et les différents dossiers qu'il dépose au niveau de l'administration ou bien des annexes. Et une troisième aussi solution qui a eu le prix de l'UNHCR en 2022, c'est l'application mobile Ish'arat Mouatena ou notification citoyenne en français. Donc c'est une application qui est assez connue, c'est-à-dire c'est une remontée du terrain des différents dysfonctionnements ou bien anomalies que les citoyens ils remarquent. Mais l'originalité ici, c'est qu'on a essayé de lier avec le système d'information géographique et de tirer profit d'un découpage très fin, c'est celui des secteurs, parce que nous avons 201 secteurs et nous avons des chefs de secteur. Et donc, une fois le citoyen il remonte une anomalie, automatiquement et simultanément il est affecté au chef du secteur pour faire le contrôle et la supervision et résoudre rapidement le problème, aussi à l'entité qui doit résoudre le problème. Rapidement, il est resté une troisième composante, je m'excuse. C'est juste le point de l'interopérabilité que vous avez déjà évoqué et que nous avons essayé aussi d'y réfléchir bien avant cette messe-là. Donc, c'était dans le sens de créer cette synergie, de créer un écosystème local. Alors, nous avons eu recours à différentes technologies, notamment un VPN, etc., pour lier les différentes institutions et acteurs locaux. Sur les 83 services extérieurs et acteurs locaux que nous avons sur le territoire, 43 sont déjà liés au siège de la province de Berkane, ce qui a permis de commencer déjà un échange dématérialisé de la donnée liée aux correspondances officielles et aux réclamations. Et je ne sais pas si je suis complémente, mais ça va être connu par les gens qui n'ont pas déjà visité Berkane, et aussi c'est pour essayer de voir M. Stéphane pour accepter notre membership en tant que female idol. Honored. Thank you very much. We explain this thing. In some, we know each other since, well, even before Feynman was fired. Actually, he's one of the inventors of seven of the Feynman concepts, on which is the Power Island. We created it before it was here, this thing, right? So, and even before the Feynman Foundation was created, Power actually started in 2011, so it's a long story. So I can ask many things, and whatever the son was going to say will be super interesting for all of us. But I would like you to concentrate on something specific.
in your process of intention, continuous intention, you want to bring this passive to the next level, the meta-lex. Can you tell us about this experience, what you're doing there? Ok, merci Stéphane. Je vais aussi m'exprimer dans mon langue maternelle qui est français, en commençant avant de répondre à ta question. Pour en profiter, d'habitude je parle beaucoup, comme tu dis, on se connaît depuis longtemps, je sais que j'ai l'habitude de parler beaucoup avec mes tripes, et là je voudrais laisser un petit peu parler mon cœur, une fois n'est pas coutume, pour vous faire part de mon émotion présente, surtout après le propos de Nassima. Qui est lié à cette intuition vraiment très forte là maintenant d'être au bon endroit, au bon moment et surtout avec les bonnes personnes. Ça c'est vraiment très important. Tu as évoqué le leadership et la vision politique qui portent les initiatives locales. Et ce qui est très marquant, c'est l'adoption et la participation très forte, qui est illustrée, on ne les voit plus tout à l'heure, on les voyait en direct là, sur les jeunes qui participent au hackathon, et qui s'est mise en place au travers de la gouvernance numérique intégrée, avec une équipe, comme tu l'as dit, remarquable par sa mixité, par sa jeunesse, et encore une fois, au-delà de ses compétences, par son engagement. Et avec le cœur que vous mettez, comme tu l'as dit, dans vos travaux. Et puis, l'autre composante qu'on va avoir l'opportunité aussi de découvrir du cet après-midi, qui est la SDL Marjal Berkane, qui font que, en fait, vous êtes à l'avant-garde des territoires qui mettent ce type de démarche. Et quand vous parliez des moyens du bord, mais les moyens du bord, c'est un trésor que vous avez. Et ce trésor-là, effectivement, c'est pour faire écho à ce que tu as dit tout à l'heure, il est d'abord dans l'humain, dans les personnes qui constituent cette structure-là. Et ce qui est très intéressant, ce que vous avez mis en place avec votre trésor local, ou ce qu'on préfère avec les moyens du bord, ce qui a été guidé par ce souci d'adresser les enjeux locaux, les besoins des citoyens, les besoins des communes, avec le pragmatisme dont vous avez fait preuve, il est totalement convergent avec les initiatives internationales de centralisation, ce qui a été évoqué, ce qui est porté par les Nations Unies. Et pour faire le lien aussi avec ce que disait Stéphano, je voudrais aussi mentionner ici, moi je représente aussi une initiative qui s'appelle Open Energy Smart Cities, qui a eu, entre autres, pour l'objectif aussi d'essayer de structurer une approche qui va permettre, par rapport aux exemples très concrets comme ici à Berkane, qui nous permettent de booster aussi vers ce niveau de maturité, mais aussi ce qui est très important au-delà du territoire de Berkane, de pouvoir répliquer sur d'autres territoires à l'échelle du pays, à l'échelle du continent et même à l'échelle internationale, ce que vous avez fait en termes techniques pour des territoires qui n'ont pas le même trésor, qui n'ont pas les mêmes moyens de bord que vous avez construit ici. Et donc dans cette optique, dans la nouvelle phase de maturité, pour aller vers ce qu'on peut synthétiser vers les métaverses, mais pour avoir quelque chose d'encore plus intégré dans les services numériques et dans la participation et dans le service aux citoyens, cet enjeu de structuration et de référentiel qui va être réutilisable aussi, comme Ali l'a présenté tout à l'heure, et à la fois un enjeu local pour vous, pour atteindre un nouveau niveau de maturité, mais un enjeu de réplicabilité et d'exemplarité pour les autres territoires. Et donc c'est ce travail sur la sélection, maintenant je vais passer sur le registre plus technique, qui vont pouvoir exploiter au travers de cette structuration dans ce qui a été appelé par Open Energy City et Minimum Interoperable Mechanisms, qui ont été aussi adoptés depuis par les Nations Unies dans le cadre de l'initiative United for Smart Cities and Communities. Il y a ces livrables-là qui sont, on va dire, peut-être avec une démarche top-down et la démarche bottom-up qui est remarquable ici, on en a déjà beaucoup parlé.
qui vont à la fois donc permettre de franchir de nouveaux pas au niveau technologique et de l'intégration des services au niveau local et de pouvoir les répliquer. Et ça s'inscrit dans cette technologie et dans ce qui peut apparaître un peu comme des hype world, des modes, mais qui sont en fait, qui donnent des directions vers l'avenir. Quand on parle de jumeaux numériques, quand on parle de métaverse, il s'agit bien des prochaines étapes de ce que vous avez initié autour du SIG, autour de tous les outils numériques que vous avez mis en place. Et encore une fois, j'ai envie de finir là-dessus, sur le trésor que vous avez entre les mains, que vous appelez les moyens leaders. Bravo à vous et merci pour votre prestation. So I think time is running. So thank you very much to the panelists for the passion that they put in Jan Jansen, because this was really great. We had a super panel. Thank you, the government, thank you to organize for this conference, giving us the space for presenting these experiences. I think they will reach and they will be able to reach the end. Thank you very much to all.